Au début du XIVe siècle, dans un Paris vibrant d'intellectualisme mais également marqué par les tensions de la guerre de Cent Ans. Un homme du nom de Nicolas Flamel est catapulté dans l'obscur domaine de l'alchimie par un phénomène étonnant. Durant une nuit d'insomnie, Flamel est visité par une apparition angélique. L'ange lui apparaît dans une lumière éclatante, un livre à la main puis, déroule devant lui une série de symboles, d'images et d'icônes mystérieux. Flamel, dit-il, regarde bien ce livre. Malgré tous tes efforts, tu n'y comprendras rien. Mais un jour, tu y verras ce que nul autre n'est capable de voir. Ce que tu observes, Nicolas, sont les fragments d'un arcane suprême. Ils constituent le grimoire métaphysique permettant la confection d'un élément d'une puissance sans précédent, capable de métamorphoser les métaux vils en or de la plus haute pureté. Mais au moment où Flamel voulut se saisir du livre, l'ange disparut et il se réveilla. Cette révélation agit comme une initiation rituelle, propulsant Flamel dans l'arène clandestine des alchimistes. Ces érudits ésotériques incompris et persécutés à l'époque, consacrent leur vie à une quête presque sacerdotale, l'identification et la maîtrise d'une formule si énigmatique et volatile qu'elle semble être le fruit d'un caprice divin. Nicolas Flamel demeure une figure extraordinairement envoûtante, nichée entre le réel et le mythique, ancrée dans les annales de l'alchimie et la mémoire collective comme un emblème immortel de la quête hermétique. Ses contributions présumées à l'alchimie ont traversé les âges, établissant sa réputation comme l'un des alchimistes les plus éminents et mystérieux de l'histoire. Né en 1330 à Pontoise, une petite ville située non loin de la capitale, Flamel a vécu à une époque charnière pour l'alchimie, marquée par la redécouverte de textes antiques et une effervescence de nouvelles idées. Il s'est ensuite installé à Paris, où il a exercé les métiers d'écrivain public et de copiste, des professions qui lui ont donné accès à une variété de textes et de manuscrits. Au fil des siècles, Flamel est devenu bien plus qu'un simple mortel aux yeux du monde. Il est monté au rang d'icône, incarnant l'aspiration éternelle à transmuter le plomb en or et à découvrir la pierre philosophale. Cet objet mythique supposait non seulement changer les métaux vils en or mais aussi conférer l'immortalité. Avant de devenir une figure quasi mythologique, enveloppée de légendes et de mystères, Nicolas Flamel fut un homme réel, ancré dans la réalité de son époque. Il était un érudit et un philanthrope, ayant légué une grande partie de sa fortune pour des œuvres charitables. Son héritage est donc double, d'un côté, l'alchimiste légendaire, qui poursuit l'insaisissable, et de l'autre, l'homme tangible, qui a laissé une empreinte indélébile sur son époque à travers ses actes de bonté et son dévouement à la connaissance. Il est venu au monde dans un cadre historique tumultueux, marqué par des transitions et des conflits d'une portée considérable. La guerre de Cent Ans, cette lutte acharnée et interminable entre la France et l'Angleterre, déchirait le continent, modelant une génération habituée à l'incertitude et au bouleversement. En parallèle, l'Europe médiévale était le théâtre d'évolutions significatives sur les plans social, culturel et scientifique, notamment avec l'émergence d'universités et la redécouverte de textes antiques qui éclairaient des domaines allant de la philosophie à la médecine. Concernant sa jeunesse, les documents et les archives sont rares et on sait très peu de choses. Ce que l'on sait, c'est que Nicolas Flamel était issu d'une famille de gens de bien, un terme qui dans le contexte médiéval, suggère une certaine aisance et respectabilité sociale. Ses parents jouissaient d'un train de vie confortable, peut-être même prospère, un luxe en ces temps troublés. Après avoir passé les premières années de sa vie à Pontoise, une petite ville non loin de Paris, la famille Flamel déménage dans la capitale. Le jeune Nicolas entre alors en apprentissage chez un libraire. Dans cet environnement, il s'immerge dans l'art délicat de la calligraphie, apprenant à dessiner les courbes et les lignes des lettres gothiques qui étaient la norme dans les manuscrits de l'époque. L'enluminure, une forme d'art qui consiste à ajouter des décorations aux marges et aux lettres initiales des manuscrits, devient également l'une de ses compétences. Grâce à son habileté et un certain talent dans ces arts complexes, il parvient à gravir les échelons professionnels de manière remarquable. Au bout de quelques années d'apprentissage et de labeur assidu, il prend l'audacieuse décision de monter sa propre librairie. Pour ce faire, il acheta une maison au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux, renommée rue Nicolas Flamel en 1851, dans laquelle il habita et installa son échoppe. En complément de sa librairie, Flamel s'établit également comme écrivain public et copiste, des métiers essentiels dans un monde où l'alphabétisation est encore un privilège rarement partagé. Ces fonctions lui offrent une plateforme unique pour interagir avec diverses strates de la société, depuis les érudits qui cherchent des textes rares, jusqu'aux gens du peuple qui ont besoin d'aide pour rédiger des documents légaux ou des lettres. Sa librairie et ses services de copiste deviennent assez rentables pour lui assurer une vie confortable, mais sans extravagance. Ce n'est pas l'opulence qui l'entoure, mais une aisance discrète.
Vers l'année 1370, Flamel entre dans une nouvelle phase de sa vie en épousant Pernelle. Une femme bien plus âgée, veuve 2 fois et à la tête d'une véritable fortune. Pernelle, souvent éclipsée dans les récits populaires par la stature légendaire de son mari, est une femme remarquable, une épouse pleine de bonnes qualités qui partage les curiosités intellectuelles de Flamel et l'aime d'un amour sincère. Elle deviendra sa partenaire dans ses recherches alchimiques. Dès lors, Flamel est un homme comblé, aussi bien sur le plan financier qu'affectif. Il peut désormais aborder l'avenir sereinement, en se consacrant à son métier avec passion, sans se soucier de la rentabilité de son affaire. Il en profite pour ouvrir une petite école chez lui où il apprend à lire, écrire et compter aux enfants de la petite bourgeoisie. Flamel et Pernelle utiliseront leur fortune pour investir dans des propriétés et des œuvres de bienfaisance. Le couple investit judicieusement dans des terrains et des bâtiments à Paris et ses environs. Au lieu de simplement les utiliser comme des instruments de capital, il transforme certaines de ces propriétés en lieux publics d'utilité. Par exemple, ils sont à l'origine de la création d'auberges pour les voyageurs et de refuges pour les indigents. Ces propriétés deviennent donc des actifs sociaux, contribuant au bien-être de la communauté à une époque où les infrastructures publiques sont encore très limitées. Au-delà des simples dons aux institutions religieuses, qui sont alors la norme. Le couple établira aussi des fonds pour des hôpitaux, offre des dotations pour les écoles et même, finance la construction de chapelles et d'églises, comme l'église Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris où Flamel sera enterré. Leur philanthropie est variée et impactante, de l'éducation des jeunes défavorisés, à la fourniture de soins médicaux pour les malades et les blessés, en passant par le soutien à des initiatives culturelles comme la copie de manuscrits importants. Flamel, et sa dévouée épouse Pernelle, savourent le bonheur d'une vie paisible et privilégiée. Le couple mène une existence simple. Ils sont heureux et impliqués dans leur communauté, suivant les enseignements de l'Église et aidant les moins fortunés quand ils le peuvent. Tout semble normal, rien ne le destine, a priori, à entrer dans la légende. Jusqu'à cette nuit d'insomnie où tout va basculer. Cette nuit-là, il fait un rêve ou une vision, il ne sait pas trop. Un ange lui apparaît et lui montre des images et des symboles étranges. Cette vision le perturbe fortement pendant plusieurs jours. Nicolas y pense constamment. Il se dit qu'un message aussi important doit avoir un sens. En bon chrétien, il est persuadé que la venue d'un ange sur terre pour lui parler personnellement n'est pas à prendre à la légère. Il prie, il réfléchit, il essaie de se rappeler chaque détail. Mais rien n'y fait. Les jours, les semaines passent et au bout d'un moment, la vie quotidienne reprend le dessus. Les affaires, la famille, les tâches de la journée occupent de nouveau son esprit. La vision de l'ange commence à s'estomper dans sa mémoire. Plusieurs mois après sa vision, Nicolas est encore hanté par l'étrange séquence de symboles et de mots qui lui ont été révélés. Ce mystère pèse sur son esprit, affectant même la gestion quotidienne de sa librairie, lorsqu'une figure encapuchonnée frappe à la porte du magasin. L'étranger a l'air fatigué, usé par la vie, comme s'il avait voyagé des distances incalculables. Il explique avec un air de désespoir qu'il a besoin d'argent immédiatement et possède un objet de grande valeur à vendre, un manuscrit très ancien. Quand l'homme retire l'objet de son sac de voyage, Flamel ressent une onde de vertige, comme si le destin venait de lui donner un coup de coude. C'est le livre, l'objet même de ses obsessions nocturnes et de ses rêveries diurnes. Face à l'étranger, il doit faire un effort monumental pour ne pas montrer sa stupeur et son excitation. Usant de son meilleur talent de négociateur, Flamel réussit à masquer son enthousiasme et à acheter le manuscrit à un prix raisonnable. La transaction terminée. Il n'a Dieu que pour l'ouvrage. Avec une impatience frénétique, il ferme la librairie plus tôt que d'habitude, verrouille la porte et se retire dans son atelier privé. Là, sous la lumière d'une bougie vacillante, il ouvre le livre avec soin. Ce n'est pas un manuscrit ordinaire, les pages ne sont pas faites de papier ni même de parchemin, mais d'étonnantes écorces d'arbrisseaux qui ont survécu aux âges. Le temps semble s'arrêter lorsqu'il lit les premiers mots inscrits sur la page d'ouverture, Abraham le Juif, prince, astrologue et philosophe. À cet instant, il sait que sa vie, ses convictions et sa quête vont être irréversiblement transformées. Conformément à la prédiction de l'ange, Nicolas se retrouve face à un ouvrage qu'il ne peut pas décrypter malgré ses talents. Le texte est un amalgame envoûtant de symboles alchimiques, de figures géométriques, et de mots dans une langue qui lui échappe. Malgré tout, il remarque une constante, le mot Maranatha, qui revient à plusieurs reprises. Flamel sait que ce terme a une longue histoire. Il s'agit d'un mot araméen mentionné dans les textes du Nouveau Testament. Le mot Maranatha est chargé de sens et d'ambiguïté, il se traduit par malédiction universelle ou parfois il est interprété comme une invocation, de l'avènement du Seigneur.
Pour Flamel, l'implication de ce terme dans ce contexte mystérieux n'est pas anodin. Il comprend que le livre peut être aussi bien une bénédiction qu'une malédiction, et cette possibilité l'emplit de crainte. S'il est vrai que le livre renferme une malédiction, Flamel ne peut s'empêcher de chercher à élucider les mystères qu'il renferme. Flamel est désormais convaincu que ce livre est lié à une révélation qui peut changer non seulement sa vie, mais peut-être le cours de l'histoire humaine. Armé de parchemins, de plumes, et d'une variété d'ouvrages de référence, il commence le long et sinueux chemin pour déchiffrer le texte, chaque mot, chaque symbole, et chaque formule, en espérant que son audace sera récompensée par la découverte des secrets les plus profonds de l'univers. Le manuscrit est composé de 21 pages divisées en 7 chapitres. Chacun de ces chapitres est orné d'une illustration et d'un texte composé de caractères hébraïques et d'énigmatiques chiffres. L'organisation en 7 parties, symbolisant le nombre sacré en alchimie comme dans la tradition judéo-chrétienne ne lui échappe pas. Après avoir étudié intensément pendant plusieurs jours le livre, Nicolas commence à discerner dans ce dédale de mots et de figures la formule alchimique tant convoitée pour la transmutation des métaux en or pur. Cependant, malgré ces avancées, le véritable mode opératoire, la recette, si l'on peut dire, demeure insaisissable à sa compréhension. Il se remémore alors les paroles mystérieuses de l'ange qui lui était apparu en rêve. Tu n'y comprendras rien à présent, mais le moment viendra où tu percevras des choses que nul autre ne peut voir. Inspiré par cette pensée, il s'engage à redoubler d'efforts dans son examen méticuleux du texte. Pernelle observe avec inquiétude l'état d'esprit de son époux. L'homme qui est d'ordinaire si jovial et équilibré s'est transformé en une figure taciturne, cloîtré dans son atelier, le visage tiraillé par une préoccupation indéfinissable, comme si un poids insondable pesait sur ses épaules. Nicolas a ses raisons, conscient de l'importance et du potentiel danger de ces récentes découvertes, il ne souhaite pas impliquer son épouse, de peur que d'éventuelles malédictions divines ne s'abattent aussi sur elle. Cependant, la détermination de Pernelle est tout aussi forte que la prudence de Nicolas. Le proverbe dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Et face à l'insistance inébranlable de sa compagne, il se résigne finalement à partager son secret. Il lui dévoile tout, le rêve prophétique, l'étranger porteur du manuscrit, les avertissements glaçants contenus dans le texte, et même les illustrations énigmatiques qui semblent cacher un sens plus profond. Intriguée et peut-être un peu électrisée par le récit de son mari, Pernelle insiste pour jeter un œil à cet ouvrage mystérieux. Nicolas, n'ayant pas le cœur de lui refuser ce plaisir, cède une nouvelle fois. Avec un mélange de délectation et d'excitation, Pernelle se plonge alors dans les pages anciennes de l'ouvrage attribué à Abraham le Juif, elle aussi désireuse de percer les mystères qui y sont consignés. Il est important de souligner que le couple Flamel n'est pas motivé par un désir d'opulence ou de gain matériel. Déjà confortablement installé dans une vie prospère, il s'engage activement dans des œuvres philanthropiques et ne cherche pas à accumuler davantage de richesses. Le véritable moteur de Nicolas Flamel n'est pas l'avidité, mais plutôt une curiosité insatiable et un désir profond de résoudre un mystère qui semble avoir défié le temps lui-même. Après des semaines d'efforts laborieux à essayer de décoder le manuscrit, Flamel se heurte à un obstacle insurmontable. Bien qu'il soit un autodidacte dans le domaine, il se rend compte que son manque d'expertise en alchimie le laisse dans une impasse. En dépit de son intelligence et de sa détermination, il comprend que même toute une vie ne serait pas suffisante pour venir à bout des complexités du livre. Le temps presse, et il réalise qu'il a besoin de consulter un expert en sciences occultes pour progresser dans sa quête. L'idée de révéler l'existence de son inestimable manuscrit à un tiers n'est pas du goût de Nicolas. Soucieux de protéger le texte original, il décide donc de transcrire et de reproduire aussi fidèlement que possible les illustrations et les symboles sur des feuilles de papier séparées. Une fois cette préparation achevée, Flamel apporte le tout dans l'espoir d'obtenir des éclaircissements à Maître Anselme, un érudit en médecine avec un penchant notable pour les mystères de l'hermétisme. Maître Anselme examine les parchemins avec enthousiasme et prétend tous comme Flamel le pensait que ceux-ci contiennent la formule pour créer de l'or. Impatient de percer ce mystère, Flamel demande des détails supplémentaires. Maître Anselme offre alors une recette complexe et moralement troublante, suggérant l'utilisation du sang de jeunes enfants et d'autres ingrédients exotiques tels que le vif argent et un serpent. La recette doit être cuite pendant 6 ans pour obtenir de l'or. Alarmé par la mention du sang de jeunes enfants, Flamel exprime son scepticisme. Il commence à douter de la validité des conseils de l'alchimiste. Malgré son apparente érudition, il trouve que Maître Anselme interprétait les textes alchimiques de manière trop littérale.
Anselme prenait chaque mot, chaque élément de la recette au pied de la lettre, sans jamais réfléchir à la dimension symbolique ou philosophique du texte qu'il prétendait comprendre. En quittant la demeure de Maître Anselme, Nicolas se sent envahi par une vague de déception. Les paroles de l'ange lui reviennent pourtant en mémoire, lui rappelant que la quête alchimique est un parcours solitaire, souvent semé d'obstacles et de fausses pistes. Désillusionné par les approches simplistes et littérales des soi-disant experts en alchimie, il prend une décision radicale, il ne consultera plus l'opinion des autres en ce qui concerne ce mystérieux art. Poussé par cette nouvelle résolution, Flamel aménage une salle retirée dans sa vaste demeure, transformant ce qui était auparavant un simple espace de rangement en un cabinet d'études et d'expérimentation alchimique. Équipé de tout le nécessaire pour ses recherches, ce lieu devient son sanctuaire personnel où il peut enfin s'adonner à la pratique de l'alchimie sans interférence extérieure. Ainsi, le libraire se mue en un alchimiste autodidacte, éclairé seulement par sa propre curiosité et sa soif insatiable de connaissances. Tout au long de cette transformation, il est soutenu par sa fidèle épouse Pernelle, qui regarde avec bienveillance ses efforts pour résoudre ce grand mystère. Le temps passe inexorablement, comme une rivière ininterrompue, les jours deviennent des mois, les mois se transforment en années. 21 ans s'écoulent, une durée symbolique qui fait écho aux 21 pages du livre d'Abraham qui avait piqué sa curiosité tant d'années auparavant. Durant ces 2 décennies, Nicolas Flamel dédie presque chaque instant éveillé à la quête alchimique, devenant un érudit obsédé par l'étude des textes d'alchimie qu'il a rassemblés. Les seuls moments de répit qu'il s'accorde sont pour prier et méditer en l'église Saint-Jacques de la Boucherie qu'il fréquente presque, quotidiennement. Doté d'une grande piété, Flamel résiste à l'usage d'ingrédients moralement répréhensibles, comme le sang d'innocents, une composante pourtant récurrente dans les traités hermétiques de son époque. Pour lui, cette notion de sang n'est qu'un symbole camouflé, qu'il interprète comme représentant l'esprit minéral qui réside dans les métaux. Après des années d'efforts laborieux sans aboutir à des résultats concluants, Flamel ressent le poids de son échec. Il décide alors de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, convaincu que ce voyage lui apportera des réponses divines aux questions qui tourmentent son esprit. L'alchimiste s'engage alors dans une longue traversée solitaire qui le mènera sur près de 2000 km à partir de Paris. Vêtu de la simple tunique des pèlerins et muni d'un bourdon, ce bâton de marche traditionnel, ferré à la base et surmonté d'une gourde, il fait le choix douloureux de laisser le précieux livre d'Abraham dans la sécurité de son domicile, emportant avec lui seulement des copies fidèles des passages les plus significatifs. Une fois parvenu à la majestueuse cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, Flamel s'agenouille avec une dévotion palpable et se plonge dans une prière intense. Après avoir respectueusement embrassé le manteau de l'apôtre Saint-Jacques, il se sent purifié, son cœur rebondissant d'un nouvel espoir. Il se remet alors en route pour le voyage de retour avec une foi revigorée. C'est au cours de cette étape de retour que le destin intervient de manière fortuite dans la ville espagnole de Léon. Nicolas Flamel y croise la route de Maître Canche, un juif converti au catholicisme et un érudit distingué en matière de kabbale. Avec une main légèrement tremblante, Flamel tend les reproductions du manuscrit d'Abraham à ce nouveau mentor et attend, le cœur battant, la réaction de l'érudit. Il ne faut que quelques instants à Maître Canche pour saisir l'importance des documents qu'il tient entre ses mains. Il s'agit de l'Ashmézareph, l'œuvre mythique du rabbi Abraham que les érudits croyaient disparue à tout jamais. Les visages de Maître Canche et de Nicolas Flamel s'illuminent simultanément d'une joie indescriptible. Pour l'un, c'est la découverte d'un trésor intellectuel et spirituel inestimable, pour l'autre, la promesse de réponses longtemps cherchées. Gagné par un sentiment de confiance et d'optimisme, Nicolas révèle à son nouveau compagnon de route qu'il détient en fait l'original du manuscrit dans sa demeure parisienne. Résolus à poursuivre ensemble cette quête de la vérité alchimique, ils reprennent le chemin en direction de Paris. Au fil des semaines de voyage, une amitié solide et sincère se tisse entre les deux hommes, renforcée par les discussions érudites et les réflexions philosophiques qu'ils partagent. Toutefois, alors qu'ils approchent de la ville d'Orléans, une ombre s'étend sur leur périple. Maître Canche commence à manifester des signes alarmants de faiblesse physique. Son pas devient hésitant, des vertiges le saisissent, et il se met à rejeter tout ce qu'il tente de consommer. Le vieil érudit semble s'affaiblir à vue d'œil. Installé dans une auberge, Nicolas passe cette nuit à veiller sur Maître Canche, l'état de ce dernier se détériorant de jour en jour. Pour élever l'esprit de son ami malade et peut-être pour se consoler lui-même, Nicolas entreprend de décrire minutieusement le manuscrit d'Abraham qu'il a conservé dans le secret de sa maison à Paris. Depuis 2 décennies, il a scruté chaque page de ce livre sacré, et il le connaît si bien qu'il peut décrire chacun de ses aspects. De l'odeur âcre et envoûtante du vieux parchemin à la texture rugueuse de la couverture qui picote doucement les bouts de ses doigts lorsqu'il la touche, Nicolas Flamel ne néglige aucun détail.
Touché par cette dévotion et ce partage, Maître Kanch, malgré sa faiblesse, se sent obligé de réciproquer. Il ouvre donc son cœur et son esprit à Nicolas, lui confiant les secrets ésotériques et les connaissances kabbalistiques qu'il a accumulées au fil des années. C'est un échange à la fois profond et poignant, chaque homme offrant à l'autre les richesses de son âme et de son intellect. Lorsque Maître Kanch rend son dernier souffle, Nicolas ne peut contenir ses larmes. Il vient de perdre plus qu'un compagnon de voyage. Il a perdu un ami irremplaçable, le seul véritable ami que la vie lui ait accordé. Avec un cœur lourd de tristesse mais enrichi par l'amitié et le savoir qu'ils ont partagé, il se prépare à reprendre son chemin solitaire vers Paris, résolu à honorer la mémoire de Maître Kanch en poursuivant la quête alchimique qu'ils avaient envisagée ensemble. Lorsque Flamel franchit le seuil de sa demeure, Pernelle est folle de joie. La distance et le temps n'ont fait qu'amplifier son amour pour lui, et le voir de retour sain et sauf la remplit de joie. Nicolas lui raconte tous les détails de son périple, sa rencontre fortuite avec Maître Kanch, le triste déclin de ce dernier sur le chemin du retour, et surtout, les mystères hermétiques que le sage avait choisi de lui révéler. Arborant un regard brillant de détermination, il lui explique avoir enfin découvert la matière première qui est censée réagir aux procédés alchimiques, qu'il a étudiés pendant toutes ces années. Sans plus attendre, Flamel, animé par une nouvelle ardeur, retourne à son atelier. La matière première requise pour ses expériences est difficile à préparer, et les méthodes de distillation et de sublimation lui demandent un apprentissage rigoureux. Son manque d'expérience lui coûte pas moins de 3 années supplémentaires pour voir sa persévérance enfin récompensée. Le 17 janvier 1392, Nicolas réalise l'impensable. Il transforme une demi-livre de plomb en pur argent. L'excitation qui l'envahit est indescriptible. Il a enfin une preuve tangible de la réalité derrière les textes mystiques qu'il a étudiés pendant tant d'années. Puis, le 25 avril de cette même année, il accomplit un autre miracle, une transformation similaire de plomb en or pur. L'ange avait raison. Flamel est dorénavant le plus grand alchimiste que la Terre ait porté. Il est maintenant capable de comprendre chaque symbole, chaque nombre, chaque dessin, des 21 pages du livre d'Abraham. Tout autre que lui possédant un tel savoir aurait créé des quantités phénoménales d'or afin de vivre une vie fastueuse à l'égal de celle des rois. Mais pas Flamel. Tout juste procède-t-il à une 3e et dernière fournée pour s'assurer que le résultat des 2 premières n'était pas le fruit du hasard. Et puis, il stoppe tout. Il méprise l'or. Ce qu'il voulait, il l'a, la science et le savoir. Son épouse Pernelle adopte la même attitude que lui. À quoi pourrait bien leur servir de des montagnes d'or ? Le simple fait d'avoir percé le plus grand mystère de l'humanité suffit à leur bonheur. L'or et l'argent qu'il a obtenus par transmutation alchimique est donné à l'Église. La conscience tranquille, le couple peut maintenant songer à l'après. Le mystère de l'alchimie percé, Nicolas retourne à ses occupations, s'occupe de sa librairie et de son épouse. Il dilapide son argent dans des œuvres de bienfaisance, participe à la rénovation d'églises, construit des hôpitaux dans la capitale. En 1407, il se fait également construire une maison au 51 rue de Montmorency, dans l'actuel Marais. Encore debout aujourd'hui, il s'agit d'une des plus vieilles maisons de Paris. Quand son épouse meurt, n'oublions pas qu'elle était beaucoup plus âgée que lui, il l'a fait inhumer sous une des arcades du Charnier des Innocents. Il réalise une magnifique fresque les représentant tous les deux, dans un décor fait de moult symboles ésotériques. Beaucoup croient qu'une énigme est cachée dans les bas-reliefs qui indiqueraient l'endroit où serait cachée l'hypothétique fortune de l'alchimiste. Flamel quant à lui est décédé le 22 mars 1418. Son lieu de repos final est à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris, où sa pierre tombale fut installée sur un pilier au-dessous d'une image de la Vierge. L'église fut détruite à la fin de la période révolutionnaire, vers 1797. Sa légende grandira au fil des siècles. Plusieurs livres lui seront attribués et contribueront à sa renommée en tant qu'alchimiste. Notamment les 3 traités de la philosophie hermétique publiés au XVIIe siècle. Les légendes le concernant sont si profondément enracinées dans la culture populaire qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Il a été dit qu'il aurait fabriqué des tonnes d'or. Il a même été dit qu'il a découvert le secret de la vie éternelle et que grâce à la pierre philosophale lui et sa femme Pernelle ont vécu bien au-delà de leur époque médiévale pendant des siècles. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, bien sûr merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes mais qui a tellement d'importance pour moi si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube.
Un grand merci à tous les abonnés anciens comme nouveaux pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres, je vous dis à très bientôt. Bye.